Vous êtes sur RTL. 22h minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Bonsoir, c'est Cécilia Como, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez pris soin de vous. Et par soin, j'entends ici l'attention que l'on porte à nos interactions humaines, qu'elles soient courtes, le voisin que l'on croise, la personne qui nous sert au restaurant, ou plus longues, comme le temps passé avec ses amis ou sa famille. En effet, la solitude est un sujet que l'on a beaucoup croisé en filigrane dans les témoignages de la semaine dernière et ne nous y trompons pas, prendre le temps des relations sociales se révèle hautement bénéfique pour notre santé psychique et physique, que ces relations soient éphémères ou plus durables. Venez me raconter de quelle manière vous vous connectez aux autres, quels conseils donneriez-vous à ceux qui ont plus de mal ? Pour notre part, nous sommes ravis de passer cette soirée à vos côtés, de 22h à minuit en direct. Nous vous attendons nombreux au 09 69 39 10 11. Paul, de retour de vacances, et Théo vous y accueillent très gentiment pour vous guider jusqu'à l'antenne, sous l'œil attentif d'Oriane Leport, qui réalise cette émission ce soir. Toutes vos questions sont les bienvenues au standard d'RTL et tous vos conseils ou réactions également par SMS au 64 900 ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Et j'accueille Patrice. Bonsoir Patrice. Bonsoir Cécilia. Bonsoir, je suis ravie de vous accueillir. Moi je suis ravi de vous avoir aussi. Je vous écoute. Merci d'avoir pris mon appel. Je vous en prie. Alors voilà, Oui. j'ai vu sur votre site internet que vous étiez aussi une sexologue. Absolument. Et c'est un petit peu par rapport à ça que je vais vous raconter mon histoire, si on peut dire. D'accord. Et qui a d'ailleurs des points communs avec celle de Joël de la semaine dernière. Oui, Joël. Oui, Joël qui cherchait à comprendre sa procrastination et que nous avons, lors de notre échange, finalement éclairé un peu sous l'angle du perfectionnisme. Voilà, parce que moi, de mon côté, je suis un perfectionniste, un D'accord. idéaliste. Et malheureusement pour moi, j'ai un manque vraiment cruel de confiance en moi. D'accord. Qui se manifeste évidemment, comment ? Ça fait pas bon ménage. Je suis toujours dans le doute. J'ai toujours peur de me tromper dans beaucoup de choses que j'entreprends. D'accord. Et alors, alors, du coup, dans votre vie sexuelle, ça vous pose problème aussi ? Oui, parce que, enfin, je sais pas si c'est un rapport direct ou pas, mais sûrement que ça en a quand même plus ou moins. Oui. Eh bien, pour une femme, on parle de frigidité, mais pour un homme, comment on doit dire ? Lorsqu'on ne ressent pas de plaisir physique lors d'un acte sexuel. Oui. On serait plutôt effectivement dans une inhibition physiologique de la libido, c'est-à-dire que votre corps finalement se coupe un peu en deux. Vous avez un plaisir plus cérébral que physique. Totalement. Voilà. Mais il y a des choses qui m'ont toujours mis mal à l'aise par rapport à l'acte sexuel basique. D'accord, lesquels ? Eh ben, j'allais dire le côté bestial de l'acte sexuel, le côté un peu inesthétique aussi, avec tout ce que, vous voyez, contrairement à certaines postures érotiques qui sont parfois très esthétiques et très bon. Et ben l'acte sexuel, ça a un côté, je pense effectivement, comme a dit Paul tout à l'heure, un côté violent. Oui. Que vous n'assumez pas. Et que j'assume pas, non. Oui. Non, j'assume très pas. Oui, je sais pas comment dire, ça me. Du coup, dans vos relations, ça veut dire, comme vous dites, que vous ne ressentez pas de plaisir physique, mais vous ressentez un plaisir psychique ? Un plaisir intellectuel, oui. Oui. Cérébral. Mais c'est-à-dire que ce que vous voyez, ou ce que, selon les positions, ou ce que vous entendez d'ailleurs, selon les bruits, ça peut vous déranger ? Vous pouvez trouver ça... Non, ça ne me dérange pas. Si vous voulez, pour moi, c'est un peu comme
un examen, un test, un défi à relever, donner le plaisir à la partenaire, quoi. D'accord, donc vous êtes plus préoccupé par lui faire plaisir qu'avoir du plaisir vous-même. Eh ben, oui, enfin, je cherche à lui donner du plaisir, ça c'est évident. Dans ces cas-là, je ne pense pas qu'à moi, c'est sûr, oui. D'accord, mais est-ce que vous vous oubliez, Patrice, ou est-ce que vous restez finalement présent? Est-ce que vous ressentez des choses? Ou est-ce que vous vous déconnectez un peu? Ben, ce que je ressens le plus, alors c'est pas un acte sexuel, une fois de plus, si on me fait un massage érotique, là je vais apprécier. Alors c'est bien physique, oui. Mais le fait, d'ailleurs... Le massage érotique, Patrice, ça veut dire que vous êtes beaucoup plus passif à ce moment-là? C'est l'autre, c'est la personne... Massage, oui, mais moi j'adore aussi le faire. Comment dire... Il y a une personne qui m'a dit un jour, on devrait cloner ta langue et tes doigts. Donc, c'est qu'elle était satisfaite de ce que je faisais avec ça. Oui, mais elle m'a pas dit on devrait cloner autre chose. Hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Parce que je sais me servir de ma langue, de mes lèvres, de mes mains et enfin, voilà, de mes doigts, effectivement. Oui, et je sais pas me servir de mon... De votre sexe? De mes attributs sexuels. D'accord, ok. Donc ça veut dire que par exemple vous pouvez avoir des soucis pour être en érection? Alors oui, oui. Ça, et maintenant je peux le dire. Hein, maintenant je peux plus en avoir. Mais il y a aussi peut-être d'autres raisons. Mais parce que j'ai des traitements pour le cœur et tout. Mais, d'accord. Mais à une époque je pouvais quand même en avoir et malgré tout, ce qui est arrivé plus d'une fois, c'est que au moment où il aurait fallu arriver à la pénétration, ben là, l'érection tombait. Oui. Et donc, pourquoi vous reliez ça au fait, pourquoi vous le reliez au perfectionnisme? Vous pensez qu'il y avait une baisse d'excitation due... Non, c'est qu'il y avait une peur. L'acte sexuel m'a à la fois fasciné, et fait peur. D'accord. Qu'est-ce qui vous faisait peur? J'en sais rien. Ce côté bestial, sans doute. Je sais pas. D'accord. Je dis ce côté bestial parce qu'effectivement, alors j'ai jamais... Enfin si, j'ai dû voir quelques vidéos courtes porno, mais c'est pas du tout le genre de... Mais dans certains films érotiques, on voit bien quand même... puis c'est normal de le faire voir, ça fait partie de la vie. C'est là-dessus, il n'y a rien à rajouter, mais... comment dire... c'est pas des personnes qui arrivent près de l'orgasme, c'est pas quelque chose de particulièrement esthétique à voir ni à écouter d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à voir justement? Non. Non. Même quand vous aviez des érections, vous n'arriviez pas à avoir de décharge orgasmique? Non. D'accord, jamais? Non. Et quand vous vous masturbiez tout seul? Oui, et bien quand je me masturbe, figurez-vous, si je me masturbe de la façon la plus traditionnelle qu'un homme, je ne ressens aucun plaisir. D'accord. Pour que je ressente un certain plaisir et que j'arrive à une toute petite éjaculation, je suis obligé de me caresser le sexe d'une manière différente. Oui, particulière, quoi, que vous ne pouvez pas reproduire lors d'une pénétration. Avec un sexe en demi-érection. D'accord. Un sexe en érection molle, uniquement. Et du coup, c'est quand même particulier. Oui, mais non, mais c'est surtout que c'est une façon de stimuler votre sexe que vous ne pouvez pas retrouver lors d'une pénétration vaginale, par exemple. Mais aujourd'hui, Patrice, qu'est-ce qui vous pose souci? Aujourd'hui, j'ai fini par accepter tout ça. D'accord. C'est dommage, comme je disais, c'est dommage que j'ai pas pu me mettre à essayer de résoudre ça. Il faudrait 30-40 ans en arrière, et là, on ne remonte pas le temps. Oui, mais vous diriez quand même que finalement, d'une autre façon, vous avez eu une vie sexuelle épanouie, ou vous avez l'impression... non, pas du tout. Non. Elle est restée à l'état larvaire, mais vraiment larvaire, ce qu'on appelle... alors, il y a aussi quelque chose, je peux le dire, qui d'ailleurs... alors, une chose que j'assume parfaitement. Oui. Non seulement je l'assume parfaitement, mais j'en fais même
un atout pour donner du plaisir, une fois de plus, à la partenaire qui saura apprécier ça. Oui. C'est un côté, un fétichisme sur les jolis pieds féminins, voilà. D'accord. Mais vous voyez, c'est pas. Mais là aussi, c'est un plaisir cérébral pour moi. C'est pas un plaisir physique, mais c'est un plaisir cérébral. Justement, quand vous contempliez des jolis pieds, comme vous dites, ça non plus, ça ne déclenchait pas d'érection ? Ah bah si. D'accord. Bah si, bien sûr que si. Oui. Et c'est même, maintenant, ça ne le fait pratiquement plus. C'est là que je vois qu'il y a quelque chose qui s'est complètement éteint. Mais quand j'étais jeune, effectivement, ça déclenchait. Et je dirais même que c'est même comme ça que j'ai découvert la sexualité sans le savoir. D'accord. Est-ce que vous avez... avec ma petite sœur. Mais comment ça avec votre petite sœur ? Eh ben oui, je m'amusais par jeu à lui embrasser les pieds et ça me déclenchait des érections d'une qualité exceptionnelle pour l'époque. D'accord. J'étais adolescent à l'époque. Mais j'ai jamais été plus loin, par contre. Oui. D'abord parce que je savais pas ce qu'il fallait faire pour aller plus loin, mais j'ai jamais eu envie d'aller plus loin, évidemment, avec ma sœur. Oui, j'allais vous dire, normalement, c'est pas avec sa sœur que mais qu'on j'ai jamais s'essaye. eu cette envie-là, jamais. Mais est-ce que vous avez été voir un urologue ? Oui, bien sûr, j'ai vu des urologues. Parce que vous me dites que là, maintenant, vous n'avez plus même d'érection, alors même que, même si vous pratiquez le fétichisme... Même avec une pilule, Cialis ou des choses comme les ça. IP25, oui. Les dernières fois que j'ai eu des relations sexuelles, je me faisais aider avec ça. D'ailleurs, ce qui est presque miraculeux, c'est que parfois j'ai même réussi à avoir une relation sexuelle qui a donné du plaisir à la partenaire qui se laissait pénétrer, enfin, c'est elle qui faisait alors que moi je ressentais pour ainsi dire rien, eh bien, ça m'arrivait à donner du plaisir quand même. Oui, mais Patrice, c'est ça que je comprends pas, c'est que quand je vous ai demandé si vous aviez du plaisir, ou si c'était uniquement tourné sur votre partenaire, vous m'avez dit que vous en ressentiez quand même. Vous n'avez pas toujours fait... Oui, mais un plaisir cérébral. Oui. Pas D'accord. un plaisir physique. Jamais. C'est ça le problème, c'est que je ne sais pas ce que c'est qu'un orgasme épanoui. Je ne sais pas. Même même quand vous êtes dans une pratique fétichiste. Eh ben non, ça me donne pas d'orgasme. Ça me donne un plaisir, un plaisir intellectuel. Ouais. Oui. Là, ça sera intéressant. C'est vrai que ça aurait peut-être effectivement été intéressant de voir une ou un sexologue parce que... mais j'en ai vu. J'ai fait de longues années de thérapie en tout genre, de thérapie comportementale, de thérapie cognitive. Comme je disais à Paul tout à l'heure, il y a quasiment que les marabouts africains que j'ai pas consultés pour essayer de voir. Mais alors, mais il y avait quand même une piste, Patrice, parce que vous avez un imaginaire fertile. Preuve en est qu'effectivement les jolis pieds évoquent quelque chose et déclenchent quelque chose. Donc vous n'avez pas réussi sur cet imaginaire-là à construire finalement du plaisir ou une sexualité parce que vous auriez pu avoir une sexualité autour de ça, quoi. Eh ben non, parce qu'il y a une peur qui était beaucoup plus qui m'a inhibé beaucoup plus, qui faisait que quand il fallait arriver à l'acte traditionnel, quoi, si on peut dire. La pénétration. Par contre, en sexualité orale, il n'y a pas de problème non plus. D'accord. Je sais me servir. Là, j'ai pas peur d'échouer. Sur une relation orale. Patrice, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui vous freine si vous deviez rencontrer une femme? De savoir que vous allez... Alors, c'est pas la première chose que j'irais lui balancer. Non. Évidemment, mais très vite, je lui dirais la vérité. Hein, j'assume tout à fait. Hein. Ah oui, donc ça veut dire que ça ne vous empêche pas de poursuivre avec quelqu'un. Vous ne dites pas à un moment donné... Alors, ça m'empêche pas. Ça m'empêchera pas si par miracle je rencontre une personne qui, alors indépendamment de tout ce qu'on vient de dire. Indépendamment de tout ce qu'on vient de dire, ça ne me dérangera pas si j'arrive à plaire à cette personne, parce que j'ai l'impression que je ne peux pas plaire. Alors,
à quelqu'un à cause d'autres raisons qui sont justement ce côté perfectionniste, trop méticuleux, trop, je sais pas comment dire, j'ai l'impression d'être un marginal. D'accord. Indépendamment de ce qu'on vient de dire. Hein. Mais, oui, alors vous dites indépendamment, Patrice. Je ne sais pas si c'est indépendamment. Parce que, effectivement, quand on a une sexualité dont finalement peu de gens parlent, ou dont on peut parler avec peu de gens, ne serait-ce que dire, moi j'ai du mal à avoir une érection au moment de la pénétration, etc., et qu'on ne comprend pas, et que autour de nous, même quand on va voir un spécialiste, on ne peut pas nous aider, ça nous marginalise quand même. Oui, il y a ça aussi, oui. Oui. Est-ce que mais à côté de ça, j'ai l'impression aussi que d'être un tout petit peu, mais ce tout petit peu, c'est sans doute beaucoup différent des gens que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant, quoi. Parce que vous êtes quoi, plus méticuleux, plus perfectionniste? Alors en partie à cause de ça, et à cause aussi de je dirais de ce qui m'attire le plus, de ce que j'ai envie de. Enfin, ouais. À cause du fétichisme? Ah non, absolument pas. Ah non, ça, je vous dis. Mais alors, qu'est-ce qui vous attire? Ah non, ça au contraire, c'est pas la chose non plus que je vais aller clamer en premier, mais oui. Non, ça c'est parfaitement assumé. Non, à cause du manque de confiance, oui. du fait que j'ai peur j'ai peur de prendre certains risques, je me sens pas assez fort pour faire ça. Mais peur de prendre des risques, c'est-à-dire peur que la personne en face vous rejette? Oui. D'accord. Oui, voilà. Mais c'est toujours l'éternel problème, Patrice. C'est que plus on a peur d'être rejeté, et moins on y va, quoi. Plus on s'isole, qui devient finalement une formule assez gagnante pour ne pas être rejeté. Le problème, c'est qu'on substitue finalement une souffrance à une autre. C'est que on substitue la souffrance d'être rejeté par quelqu'un par la souffrance d'être seul. Donc effectivement, c'est quelque chose. Je pense qu'il faut, comment dire, peser et se rendre compte à quel point l'isolement ne nous rend pas service pour à un moment donné accepter de prendre des risques et de se dire peut-être qu'il vaut mieux que telle personne je ne lui convienne pas, tout simplement, et qu'elle me le dise, plutôt que de rester seule. Mais je voulais vous poser une question par rapport à l'esthétisme de la sexualité tel que vous l'entendiez. Est-ce que vous aviez des parents autoritaires ? Non. 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 Votre papa était pas... C'était un père absent. D'accord. D'ailleurs, un père absent et une mère un peu trop mère poule ou castratrice, eh bien ça y est, le fétichisme n'est pas loin, souvent. D'accord, oui, donc quand je dis autoritaire, oui. C'est un peu ces gens, comment dire, qui sont ces parents un peu puissants, qui font de l'ombre. Mais ils n'étaient pas puissants, justement. Et ils étaient... mais vous m'avez dit que votre maman était castratrice. Oui, mais parce qu'elle avait... oui, castratrice, mais ça ne veut pas dire qu'elle était puissante, que c'était une maîtresse femme... non, c'est pas ça, puissante. Les affaires et tout, hein. Non, c'est-à-dire, comment dire, qui nous englobe de telle sorte qu'on a du mal à s'autonomiser et à déployer finalement vraiment qui on est. Par exemple, si on veut pas déplaire à sa mère, on va s'interdire d'avoir certains comportements. On va être plutôt sage. Quand on est un petit garçon, on va être moins brutal. On va être, on va comprendre que finalement, pour plaire à cette maman, il faut plutôt être sage et discipliné. Oui, alors oui, mais bon, j'ai jamais été d'un tempérament particulièrement, comment dire, indocile. Non, j'ai pas été indocile spécialement. Oui. Hein. Non, parce que vous savez, dans la sexualité, Patrice, très souvent, ce qu'il arrive, c'est que les hommes, dans ce que vous décrivez, mais ont beaucoup de mal à assumer l'agressivité érotique et la violence érotique inhérente à la sexualité. C'est-à-dire que ça les dérange beaucoup, cette partie-là d'eux,
comment dire, il ne s'autorise pas à être ces hommes-là, qui seraient un petit peu plus, comme on dit maintenant, assertifs, ou voilà, un peu plus propulsifs, on va le dire comme ça. Et donc, ne pouvant pas s'autoriser ce mouvement en avant, ils sont beaucoup sur la retenue. Or, dans la sexualité, et vous l'avez bien dit, ne serait-ce qu'avec l'érection, un homme ne peut pas se permettre d'être sur la retenue. Il est obligé de lâcher prise et d'accepter. Ah, vous avez employé un mot là oui, dites-moi. Que j'ai écouté plus d'une fois quand j'étais en thérapie et tout, et que pour moi, je n'arrive pas à donner le vrai sens qu'il faudrait donner, c'est ce fameux lâcher prise. Pour moi, lâcher prise, c'est une connotation très négative. Laquelle ? Dites-moi. Reddition, capitulation. Lâcher prise, ce que vient de faire l'armée afghane devant les talibans, par exemple. D'accord. Voilà. Puisque là, on a un exemple. Oui, mais vous n'avez jamais vu le lâcher prise comme laisser finalement affluer à l'intérieur de vous, j'allais dire, ces forces vives, cette énergie sexuelle qui effectivement n'est pas faite pour être esthétique ou pour être, comment dire, très mièvre, mais qui peut être une force, une déferlante qui nous dépasse un peu. C'est ça, lâcher prise, c'est accepter finalement de perdre la tête. Oui. Ce que vous n'acceptez pas. Perdre la tête, effectivement, pour moi, accepter de perdre la tête, c'est comme un, je sais pas comment dire, je roule en voiture, la nuit, j'éteins les phares et je laisse la voiture aller, voilà. Et j'ai peur de pas aller très loin, quoi. Si je contrôle plus. Et oui. Et lâcher prise, la première idée qui me serait venue, vous voyez, c'est quelqu'un qui est accroché au-dessus du vide, qui est accroché par une main, et puis ses doigts finissent, il s'accroche, mais les doigts finissent par lâcher, et puis il lâche prise, là, effectivement, et il tombe dans le vide. Oui, mais voyez, voilà, c'est ça. En fait, vous voyez le danger dès lors que vous n'êtes plus dans le contrôle. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, mais alors à ce moment-là, Patrice, on rencontre toujours un problème. C'est que, et surtout d'ailleurs, chez les femmes, on rencontre un problème. Elles ont effectivement, quand elles sont dans le contrôle et la maîtrise, elles ont beaucoup de mal à accéder à l'orgasme. Mais chez les hommes, évidemment, j'allais dire, ça impacte directement leur érection, donc ça ne passe pas inaperçu. C'est que contrôle et sexualité font très mauvais ménage. Il faut accepter les règles du jeu, Patrice. Sans doute, oui. Les règles du jeu sexuel, c'est d'accepter le temps du moment sexuel, d'accepter effectivement de se laisser glisser. Et oui, et c'est ce que j'ai pas su faire. Oui, parce que vous vouliez empêcher d'affluer tout ce qui va être de l'indocilité. Voyez, de l'agressivité sexuelle, de tout ce qui pourrait, j'allais dire, tout ce qui fait, ce qui pourrait faire de vous, je vais le dire avec des guillemets, Patrice, mais tout ce qui pourrait faire de vous un vilain garçon. Et oui, je pense qu'il y a de ça, oui. Donc forcément, quand on veut effectivement être en contrôle et en maîtrise de son personnage et rester justement un gentil garçon, on se coupe. On se coupe de son corps et de ses sensations. C'est le prix à payer, j'ai presque envie de dire. Et oui, c'est ça. Mais écoutez, vous êtes quasiment la première personne, et même parmi les professionnels que j'ai consultés, à me dire ça. Vous êtes en tout cas de loin la personne qui s'est approchée le plus près de mon problème, je crois. Oui, en mais venant de me dire ça. Oui, mais alors, ça vous permettra d'ouvrir une nouvelle piste de réflexion, Patrice. Et puis surtout, moi, je dis souvent, vous savez, on va chez un thérapeute avec du matériel. C'est important, ça, une thérapie, c'est un voyage qu'on fait à deux. Le thérapeute, finalement, il faut quand même bien se dire qu'il vous connaît beaucoup moins bien que vous vous connaissez en réalité. Donc il faut arriver avec du matériel, il faut arriver avec des pistes à creuser. Vous voyez, comme si on avait un jardin et puis qu'on disait, voilà, moi j'ai amené la pelle et puis vous allez me dire où creuser. Donc le thérapeute vous dit, tiens, ce serait intéressant qu'on creuse ici. C'est vous qui creusez. Et là, ça serait intéressant
intéressant peut-être, mais c'est à vous de voir, parce que vous pouvez aussi faire ce travail seul, parce que c'est un peu comme une graine qu'on plante dans sa conscience. On arrose et on fait germer. Donc vous pouvez effectivement laisser cette réflexion suivre son cours, mais je pense que là que ça serait peut-être intéressant de retourner voir un sexologue ou une sexologue. Peut-être que vous seriez plus à l'aise avec un homme, une femme, c'est à vous de voir. Je serais plus à l'aise avec une femme. D'accord. Et puis, et de dire, voilà, je crois que là, il y a quelque chose dans mon impossibilité finalement à me révéler un peu agressif, un peu trop sexuel. Il y a quelque chose là qui, pour moi, un peu comme, j'allais dire, comme si on avait un devoir de loyauté à qui on est ou qui on a été. De se dire, mais moi, j'ai jamais été un vilain garçon, donc je ne sais pas l'être. Et puis, j'ai peur de faire mal, par exemple. Ah oui. Voilà. Ne serait-ce que, peut-être pas physiquement quand même, oui. Non, mais c'est une peur irrationnelle. Hein. C'est cette notion que si on laisse, justement, si on lâchait prise et qu'on se laissait glisser, on a un peu peur de soi. Alors c'est irrationnel parce qu'évidemment, mais on a un peu peur de soi et de se dire oui, mais alors, et si je ne retiens plus rien. Qui suis-je, quoi ? Quelle personne vais-je être ? Et ça m'effraie. Donc on est en permanence en train de tenir sans arrêt ces pulsions, quoi. C'est pour que rien ne s'échappe. C'est pour ça aussi que ça fait. Manque, effectivement, c'est bien ce côté pulsionnel, oui, tout à fait. Oui. Je suis trop l'opposé de quelqu'un comme devait l'être Dominique Strauss-Kahn ou peut-être l'ancien président des États-Unis, John Kennedy, qui était, paraît-il, des accros du sexe et qui devait pas avoir ces problèmes-là, par contre. Oui, mais parce que Patrice, il faut aussi à un moment donné, peut-être. Vous voyez, vous avez dit plusieurs fois au début, moi j'assume tout à fait. Je pense qu'il y a une posture intellectuelle chez vous qui assume, et puis finalement il y a un intérieur qui n'assume pas. Sans doute, oui. Et cette partie-là qui n'assume pas, finalement, est la même partie qui ne vous autorise pas à pleinement vivre votre sexualité. Ah oui. Oui, sans doute. Hein, vous savez, je vais rebondir sur un SMS de Stéphane qui dit « Il y en a qui orgasment sans faire marcher leur imagination », ce qui est vrai. Et vous imaginez, vous réalisez aussi avec vos doigts et votre langue. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont qui ont une imagination totalement désertique. Finalement, ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez une imagination assez fertile, mais moi, je pense qu'au contraire, c'est quelque chose que vous n'assumez pas tant que ça. Du coup, au lieu de laisser cette imagination finalement fleurir et vous emmener comme ça dans une sexualité réjouissante, vous essayez de mettre des garde-fous un petit peu partout et finalement, vous n'allez pas bien loin, quoi. Inconsciemment, sans doute, oui. Ah oui, c'est inconscient, hein, parce que c'est forcément inconscient. Hein. Oui, mais je pense que vous avez raison. Hein. Alors, vous savez quoi ? Première option, c'est effectivement de retourner voir une sexologue qui vous inspire et avec du matériel, c'est-à-dire voilà, j'ai réfléchi à ça et j'aimerais beaucoup creuser de ce côté-là, et donc vous êtes aidé. Et puis sinon, effectivement, de réécouter les podcasts et de se dire, et de le noter des fois, vous savez, Patrice. J'ai réécouté forcément ce que vous venez de me dire, c'est sûr. Donc, j'ai des patients qui notent, vous savez, qui disent, bon là, je suis à chaud, je suis en train d'écouter ce que vous me dites et je pense que je vais relire tout ça à tête reposée et puis je vais laisser comme ça l'idée se balader et voilà. Et après, c'est un petit peu cette technique psychanalytique de laisser comme ça affleurer tout ce qui vous vient à l'esprit et de noter ce qui vous vient, même si c'est décousu, vous voyez, de se dire, tiens, quand je pense à ça, ça me fait penser à ça. Et puis quand je pense à ça, ça me fait penser à ça. Et voilà, et de noter tout ça et de voir jusqu'où ça vous emmène. D'accord ? Ah oui. Ça, je vais le faire certainement. Ouais. Pour ce qui est de consulter, je pense que j'allais dire l'idéal, oui, ce serait que j'ai ne serait-ce qu'un flirt de collégien pour commencer, pour avoir c'est tout seul, je sais pas si ça va, parce que je vous dis, j'ai quand même vu
pas mal déjà des Oui, gens... mais vous n'étiez pas dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui. On n'est jamais dans le même état d'esprit, et ça, c'est très important, l'état d'esprit, dans l'avancée d'une thérapie, croyez-moi. Ah ben c'est sûr. Prenez le temps d'y réfléchir. Il y a 20 ans, quand j'étais en pleine thérapie, même avec vous, j'aurais pas pu peut-être vous dire ce que je vous dis tout de suite. Mais absolument. Donc c'est pour ça que je me dis que ça peut être aussi une piste. D'accord ? D'accord. Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Merci, et franchement, merci pour. Vous êtes, je vous dis, une excellentissime. Oh, c'est gentil. Non mais moi, Patrice, je vais vraiment vous remercier pour votre témoignage et votre confiance, parce que c'est extrêmement difficile de parler à la radio devant tout le monde et de raconter l'histoire que vous avez racontée. Je suis pas devant tout le monde, là, je suis chez moi tout seul et. Avec moi. Avec au bout vous, du téléphone. Oui, c'est vrai. On n'est que tous les deux, Patrice. Voilà, j'avais oublié, pardon. Bon, je vous souhaite une très très bonne soirée. Eh bien, moi aussi, et merci encore beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, Patrice. Je vous embrasse. Moi aussi. Au revoir, Patrice. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL. Soyez les bienvenus sur RTL si vous nous rejoignez. C'est Parlons-nous, votre espace de libre parole pour tous les sujets qui vous tracassent ou vous interrogent. Toutes vos questions sont bienvenues au 09 69 39 10 11. C'est un appel non surtaxé, alors n'hésitez pas. Mais vous pouvez également nous écrire ou pour réagir ou pour apporter un conseil à un auditeur par SMS au 64 900 code RTL ou sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Et d'ailleurs, par SMS, non, pardon, pas sur Facebook, sur la page RTL-Parlons-nous, j'ai reçu un message de Guillaume pour Patrice qui dit « Est-ce qu'on pourrait imaginer que notre auditeur puisse avoir un certain blocage dû au fait qu'il se dise qu'il ne peut pas se permettre d'accéder à certaines choses, ou peut-être même de ne pas se sentir légitime ou capable, pour quelque raison que ce soit, pour accéder à ça, et ainsi sentir une certaine gêne. Je dis ça sans aucun jugement, aucun. Oui, évidemment, il y a des fantasmes et des imaginations qui sont beaucoup plus difficiles à assumer. D'abord parce que il faut trouver une partenaire à qui ça convient, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis parce que, comme le disait Patrice, c'est pas quelque chose que l'on raconte aisément, parce que beaucoup de gens autour de vous peuvent vous regarder d'un air surpris, trouver que vous êtes bizarre, et donc vous stigmatisez un peu. Et donc effectivement, il y a un empêchement en fait à assumer librement son fantasme. Et du coup, même si on rencontrait une femme qui était tout à fait partante pour vivre ça, on a toujours finalement un peu dans l'arrière-coin de la tête à se demander si elle va pas nous trouver bizarre et voire nous quitter pour ça. Donc effectivement, il y a des fantasmes, ça c'est clair, qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres à assumer. Et c'est pour ça que c'est courageux pour un homme de parler de sa sexualité à l'antenne sur RTL. D'ordinaire, c'est plutôt les femmes qui osent parler de ces choses-là. Et donc vous voyez que c'est possible de le faire, de parler de ses problèmes, qu'il n'y a aucun jugement sur l'antenne et dans cette émission. Donc, comme Patrice, vous pouvez tout à fait appeler le 09 69 39 10 11. Et j'accueille Dominique. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir Cécilia. Bonsoir Dominique, je suis ravie de vous accueillir. Je vais très bien. Et vous ? Bien, ça va. Moi je vous appelle parce que j'ai un peu les mêmes problèmes que Patrice. Oui, racontez-moi. C'est-à-dire qu'au niveau de l'acte sexuel, une érection se passe très bien. Oui. La pénétration également. Oui. Mais au niveau de lâcher prise, je m'interdis d'avoir de plaisir. D'accord. Et ça détonne sur mon état psychique énormément. Et dans vos couples, est-ce que ça crée des soucis avec votre partenaire ? Elle s'en rend compte, j'imagine que. Oui. Oui, voilà. Donc, oui. Est-ce qu'elle vous en fait part de dire je te sens quand même très déconnecté ? Elle me dit tu simules. Oui. Mais non, je simule pas. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Elle a l'impression que vous faites semblant d'eux ? Voilà, que je simule, en fait. Oui. Alors que je simule pas, j'arrive pas, point.
Donc ça veut dire qu'elle a l'impression que vous essayez et puis que finalement, est-ce qu'elle prend ça pour une absence d'excitation à son égard ? Non, parce que j'ai une réaction qui tient bien. Au niveau de la pénétration, tout va bien. Mais c'est au niveau de lâcher prise, je n'arrive pas à orgasmer comme Patrice. Donc clairement, Dominique, vous n'arrivez pas à avoir d'éjaculation durant votre rapport. Oui. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui porte un nom en sexologie. Ça s'appelle l'anéjaculation. Donc avec un A qui veut dire qui supprime, enfin qui veut dire qu'on n'y arrive pas. Alors c'est-à-dire oui, je vous écoute, Dominique. Une organisation antérograde. Ça veut dire, non ? Non, pas du tout. Non, c'est des gens qui n'éjaculent tout simplement pas. Et effectivement, vous avez raison de faire le lien avec le lâcher-prise, parce que de manière générale, c'est des hommes qui, finalement, sont complètement coincés dans le contrôle. Oui, tout à fait. Qui sont quand même très souvent hyper soucieux de donner du plaisir à leur partenaire. Et donc finalement sont tellement, j'ai souvent l'idée, cette image un peu bizarre, mais ils sont tellement hors de leur corps et concentrés sur le corps de l'autre, que finalement ils se déconnectent complètement. C'est certain que je donne beaucoup de plaisir, moi, et je refuse de recevoir. Voilà. C'est curieux, très curieux. Ça a toujours été comme ça ? Ça a toujours été comme ça. En fait, dans toute ma vie affective, je n'ai jamais connu l'orgasme, en fait. Même lors de vos tout débuts, de vos tout premiers rapports ? Mes tout premiers rapports, oui. Ouais. Mais je vais dire oui. Courageusement. Non, mais parce que des fois, c'est intéressant de voir si c'est primaire ou secondaire. Vous voyez, s'il y a eu une expérience qui finalement a un peu détourné le cours de la sexualité qu'on avait initialement. Parce que très souvent, chez les hommes, quand on discute, on se rend compte que dans ces espèces de légendes un peu urbaines, dans ce qui se raconte, dans ce que les jeunes se racontent entre eux, il y a cette idée de dire que plus on durera longtemps, plus on tiendra longtemps son érection, et plus la partenaire sera satisfaite. Et du coup, il y a des jeunes hommes qui finalement empruntent ce chemin et j'allais presque dire se concentrent en fait, se contrôlent pour justement durer longtemps. Sauf qu'une fois qu'ils aimeraient, parce qu'ils se retrouvent avec une partenaire qui dit non, mais à un moment donné, on n'est pas deux là dans cette histoire. J'ai bien l'impression que toi tu es branché, tous tes capteurs sont branchés sur moi, mais toi tu n'es pas dedans. Ils ne peuvent plus s'arrêter en fait. Ils ont tellement pris l'habitude de faire comme ça qu'ils n'arrivent plus à lâcher prise et à se défaire de leur contrôle. Oui, tout à fait. Mais là, la solution, elle est où là ? Parce que moi, ça m'impacte beaucoup psychiquement. Et je suis en manque de confiance actuellement, total. Ça a provoqué des ruptures dans vos couples ? Oui. Même en ce moment, je suis actuellement seul et à cause de ça, justement. Ça cause des grosses déceptions. Moralement, psychiquement et physiquement. Et est-ce que pendant vous avez quel âge aujourd'hui, Dominique ? 68 ans. D'accord. Donc pendant ces années-là, est-ce que vous avez été consulter quelqu'un, un sexologue, un psychologue, pour en discuter ? C'est-à-dire que c'est bizarre parce que quand je suis en tête-à-tête avec un psychologue, j'ose pas me parler comme ça. D'accord. Donc vous n'avez jamais évoqué ça ? Non. Ah ouais. Et avec vous, c'est curieux que j'arrive à déballer tout ça, quoi. Parce que ça m'arrange, Dominique, parce que si vous étiez resté muet, j'aurais été bien embêtée. Oui, tout à fait, complètement. Non, mais ça veut dire que du coup, vous n'avez partagé ce poids avec personne. Non, j'ose pas en parler. Alors,
ce trouble sexuel, parce que finalement ça finit par être un trouble. Et c'est pour ça que je vous ai demandé, parce que c'est pas que vous, hein, Dominique, c'est que beaucoup de gens, ça déclenche effectivement beaucoup de ruptures et beaucoup de disputes, parce que bon, les femmes se perdent un peu dans cet homme qui finalement n'exprime jamais. Voilà, donc à un moment donné, elles le prennent pour elles d'abord. Hein, elles se disent, mais en fait, je te plais pas assez. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, ce trouble-là, finalement, il y a plusieurs pistes que vous pourriez étudier. D'abord, la première chose, c'est effectivement de pas porter ça comme un poids, comme une honte, comme une gêne, parce que c'est finalement un mécanisme de blocage qui fonctionne depuis tellement longtemps que si vous ne vous ouvrez pas à quelqu'un pour j'allais dire, détricoter un peu tout ça, ce mécanisme, il fonctionne et il va rester en place, voyez. Est-ce que ma santé mentale risque d'en prendre un coup? J'ai pas compris. Est-ce que ma santé mentale, parce que mentalement, je peux Votre santé mentale? Non, pas du tout. Mais on devient malheureux parce que finalement, on se retrouve en face de partenaires qui veulent rompre. Mais c'est ça. Mais pour la santé mentale, pas du tout. Mais j'ai envie de dire oui et non. Parce que non par le biais de la sexualité, mais oui par le biais de la tristesse et de la souffrance. C'est d'être seul, de ne plus oser aller vers les femmes, de se dire ça va recommencer, de toute façon il va se passer la même chose. Donc c'est surtout moi ce que j'entends, c'est que ça vous isole. Oui, tout à fait. Et donc voilà, donc l'intérêt d'aller voir quelqu'un pour en discuter, déjà, c'est de ne plus porter ça comme un poids. C'est de pouvoir se dire, non, déjà, vous n'êtes pas tout seul, hein, Dominique. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent d'anéjaculation et effectivement, c'est un problème. J'allais dire, c'est presque plus un problème de couple en réalité, qu'un problème pour soi. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est que ça pose un problème dans le couple. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, au-delà du fait, effectivement, de ne pas pouvoir avoir une relation sexuelle qui soit, qui apporte, puis qui apporte énormément qui apporte un plus de plaisir avec l'orgasme. Mais c'est surtout que ça crée beaucoup de tension dans le couple. Donc, et je vais vous dire une chose, Dominique. Souvent, moi, dans les couples que je vois, ce qui crée le plus de tension, c'est pas tant que le monsieur a un trouble, c'est le fait qu'il n'aille pas voir quelqu'un pour essayer que ça s'arrange. C'est ça qui finalement met plus en colère le ou la partenaire, c'est de se dire ok, il y a quelque chose qui va pas et toi-même tu en souffres et j'entends que c'est pas volontaire, mais en revanche ce que je ne comprends pas, c'est que tu n'ailles pas voir quelqu'un pour essayer que ça s'arrange. Donc prendre en charge ça, c'est déjà aussi se prendre en charge. Et c'est un très bon message, même si vous me dites vous êtes avec une femme en ce moment. Non, je suis tout seul parce que j'ai voulu faire un petit break avec elle et je sais pas, je voudrais bien reprendre le contact, mais j'ose pas. Mais pourquoi c'est vous qui avez voulu faire un break? Je sais rien, je sais pas du tout. Alors, c'est totalement, comment je veux dire, c'est totalement hors de ma... Vous étiez disputé? Hors de mes compréhensions, même pas. Je sais pas, c'est hors de mes compréhensions, quoi. D'accord. Mais vous étiez ensemble depuis combien de temps? On est sortis 2 petits mois, 3 petits mois. D'accord. Et elle avait l'air bien avec vous? Ah oui, elle était complètement satisfaite au niveau sexuel. Hein. Elle jouissait, fontaine, elle était donc... Mais vous avez eu peur qu'elle vous quitte? Alors vous l'avez quittée en premier? Oui, je pense que c'est ça. Parce que quand même, ne pas réussir l'acte sexuel, chez la femme, c'est une frustration. Oui, mais vous avez anticipé finalement, vous avez anticipé les choses, Dominique, parce que à ce niveau-là, elle n'était pas encore, elle faisait pas part de sa frustration. Non, mais je sentais quand même quelque chose qui n'allait pas.
Oui, donc vous avez anticipé, vous êtes dit, je vais arrêter tout de suite avant qu'elle vienne me parler de ça, quoi. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et je sais pas comment remettre le couvert avec elle. Alors moi, vous savez, Dominique, je suis toujours partante pour la sincérité et l'authenticité. Je pense que c'est vraiment ce qui est toujours le plus favorable. D'abord parce que ça vous permet d'être aligné avec vous, et puis parce que il y a rien à regretter quand on est sincère avec quelqu'un et que ça fonctionne pas. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous vous dites, je pouvais pas me transformer en quelqu'un d'autre. Tôt ou tard, elle aurait deviné qui j'étais. Donc, je pense que ça pourrait valoir la peine de reprendre contact avec elle en lui expliquant, en lui disant, écoute, j'ai eu peur. J'ai eu peur que ce que nous vivons ne te convienne pas, et ayant peur que tu me quittes parce que ça te convient pas. C'est vrai que finalement j'ai pris les devants. J'ai décidé de cette rupture pour moins souffrir plus tard. Et vous pouvez lui expliquer du coup, de lui dire, écoute, moi ça me pose problème, ce qui m'arrive quand on fait l'amour, et j'imagine que peut-être ça te pose problème, ou j'ai eu l'impression que ça te posait problème, donc ça vous ouvrez quand même aussi une part de discussion, parce que peut-être qu'elle vous dira que non. D'abord, que vous vous êtes trompé, parce que, encore une fois, personne n'est télépathe. Enfin, en tous les cas, moi, j'en ai jamais rencontré. Donc, je ne pense pas que vous sachiez lire dans l'esprit de quelqu'un. Non. Donc, forcément, vous supputez avec des indices, mais il faut aussi comprendre que, vu votre histoire et vu votre crainte de décevoir, il y a quand même des chances que vos indices soient un peu faux. Et que ce soit, en tous les cas, que vous vous attachiez plus à des signaux négatifs qu'à des signaux positifs. Oui, c'est vrai. Voilà, donc du coup, ça va quand même dérouler une réflexion pour vous qui vous semble effectivement implacablement logique, mais enfin qui est quand même basée sur des signaux négatifs et peut-être faux, donc qui n'est pas la réflexion in fine n'est pas forcément bonne. Donc de lui ouvrir cet espace pour dire, est-ce que ça te gêne ? Et si elle vous répond que oui, effectivement, ça m'a posé problème, de lui dire, écoute, tu sais, ça m'a posé problème pendant très longtemps, mais là, pour notre relation et pour moi, j'ai envie d'aller voir quelqu'un, et j'ai envie d'être aidée pour m'en sortir et essayer de faire l'amour autrement. Oui. Mais le problème, c'est que j'habite une petite ville et il n'y a pas du tout de sexologue là où je suis. Alors, en Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Alors, encore une fois, grâce à cause. Pas dire grâce, à cause, mon Dieu, de ces confinements, beaucoup des sexologues se sont mis à faire de la vidéoconsultation. Mais alors c'est pour pas dire tous, Dominique. Donc ce qui ouvre finalement pour tous les gens qui habitent effectivement et dans des petites villes, ou même dans des villes où ils ont peut-être pas forcément d'ailleurs envie d'aller chez le sexologue et d'être reconnu dans la rue. Donc voilà, donc ça ouvre vraiment des possibilités incroyables. Et franchement, ça marche de la même façon, parce que de toute façon, en sexologie, avec des sexologues qui sont non médecins, jamais on ne touche la personne et jamais la personne ne se déshabille. On est assis dans un fauteuil, l'un face à l'autre. Donc la vidéo change pas énormément, et ça serait très intéressant que vous preniez cette décision de faire ça. Et je pense que si vous racontez ça à cette femme, moi j'ai idée qu'elle sera touchée par votre sincérité. Et que déjà elle comprendra pourquoi vous l'avez quittée, ce qui n'est pas une mauvaise chose de pouvoir comprendre, parce que du coup elle est restée sans comprendre. Tout à fait. Oui, je pense qu'elle est totalement dans l'incompréhension à l'heure qu'il est là. Oui. Elle ne doit pas du tout comprendre pourquoi je t'ai quitté. Oui. Et moi, je sais pas du tout non plus comment remettre le couvert avec elle. Oui, mais d'autant que il est possible qu'elle ne... Alors, je pense même qu'elle ne doit pas imaginer du tout que vous l'avez quittée dans l'anticipation qu'elle vous quitte. Oui. Vous voyez, je pense que ça, elle peut pas l'imaginer.
Donc effectivement, ça serait déjà un soulagement pour elle, et je pense que ça serait assez courtois et élégant de pouvoir lui dire, bah voilà, quoi, j'ai pris le temps de réfléchir et je reviens vers toi parce que j'avais très peur de ce qui pourrait se passer, parce que c'est quelque chose qui me gêne en premier. Avant d'être gênant pour nous deux, c'est quelque chose qui me gêne moi, et j'avais très peur que ça te gêne toi, et j'ai maladroitement, voilà, pour moins souffrir, j'ai décidé de pouvoir lui dire justement, j'ai pris le temps de réfléchir, et je pense que là, c'est pour moi l'occasion de pouvoir avancer sur ça. Oui, tout à fait. Et vous conseillez quoi, en fait, de la rappeler, moi, j'aime beaucoup l'écriture. L'écriture. J'aime beaucoup l'écriture. Je trouve ça très romantique. Moi aussi, je n'ai plus 5 ans d'ailleurs d'écriture. Donc, je serais plutôt partante. Alors maintenant, évidemment, j'ai l'air préhistorique avec mon papier, mes timbres et mon enveloppe. Donc ça peut être un email, mais d'abord parce que l'écriture, ça vous permet d'y réfléchir, de faire des jolies phrases, d'être posé, d'être élégant. Je ferais comme ça, voilà. D'accord. Lui écrire, oui, déjà lui écrire. D'accord. Et voir comment elle réceptionne votre courrier. D'accord. Ok. Puis j'aimerais vous dire une chose aussi, c'est que dans ma vie d'homme, j'ai pas eu la puberté, je l'ai pas faite. En fait. Dominique. Malheureusement, je suis navrée parce que on arrive pile dans le flash de 23h. Donc, ce que je vous propose, c'est nous rappeler. Je suis là jusqu'à jeudi. Après, vous avez le retour de Caroline. C'est nous rappeler pour nous parler d'autre chose, si vous en avez envie. D'accord ? D'accord, ok. Je vous souhaite une très très belle soirée. Cécilia, pareillement. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Dominique. 22h minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Bienvenue si vous nous rejoignez en cours de route sur RTL. C'est Parlons-nous, une émission où la parole s'ouvre et s'enrichit de nos échanges, mais aussi de vos suggestions et de vos conseils. Pour témoigner, c'est le 09 69 39 10 11. Et pour réagir, c'est le 64 900 par SMS en démarrant votre message par les 3 lettres RTL ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. 22h minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Soyez les bienvenus sur RTL si vous nous rejoignez. C'est Parlons-nous, votre espace de parole et de réflexion pour mieux vous comprendre et pour amorcer des voies de résolution. Toutes vos questions sont les bienvenues au 09 69 39 10 11. Et pour réagir, c'est par SMS au 64 900 ou sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Bonsoir Armelle. Bonsoir Cécilia. Je suis ravie de vous accueillir. Également. Écoutez, moi donc c'est la première fois que j'appelle à RTL. Je connais l'émission. D'accord. Il m'arrive de l'écouter le soir, des fois quand je rentre du travail, parce que Caroline est présente. Donc, alors moi je vais commencer par une question très claire. Donc j'ai par rapport à ma mère. Voilà, qui m'embête depuis longtemps. Enfin, qui m'embête. C'est quoi longtemps, Armelle ? Longtemps, on va dire. Donc, mon père est décédé il y a de ça 35 ans. Oui. Voilà, donc j'ai un frère qui est 4 ans plus jeune que moi. J'ai 55 ans. Et qui, je sais pas, du coup, il y a une certaine forme de jalousie qui s'est passée. Le fait que moi, je sois mariée et que j'ai toujours mon mari, parce qu'elle le dit encore tout le temps, t'as de la chance, t'as ton mari. Oui. Moi, c'est plus le mien. Donc voilà, il y a déjà cette première chose qui était compliquée et difficile aussi pour moi d'accepter. Mais bon, là, j'en ai fait un peu, je suis passée par-dessus. Et puis, maintenant, plus ça va, moins ça va. En clair, c'est que, déjà... je suis éducatrice spécialisée. D'accord. Je travaille pour l'aide sociale à l'enfance. Oui. Donc je travaille dans des foyers, donc je m'occupe d'enfants qui sont placés pour X raisons. Oui. Donc ma mère le sait, ça, depuis des années. Et bon, là je vais le dire, mais tant pis, elle n'écoute pas. Mais voilà, en gros, je fais un bout de merde. Qu'est-ce que vous avez dit, Armelle ? Je fais un travail de merde. D'accord. Voilà. D'accord. Elle me le dit. Elle me dit, ton travail, écoute,
moi, je préférerais passer le balai que de faire ça. Oui, donc elle dénigre ce que vous faites. Oui. Depuis le début. Oui. Alors, en sachant que, la population qu'on accueille dans les foyers, c'est bien évidemment... oui, des gens défavorisés, en difficulté. Voilà, couleur, etc., les religions, donc Donc c'est même pas possible. Pour elle, c'est à vomir, quoi. Il faut même pas que j'en parle. D'accord. Ça ne m'intéresse pas. Pas. Vous êtes éducatrice spécialisée depuis combien de temps, Armelle ? Alors moi, ça fait 25 ans. J'ai fait 2 ans de psycho. Et puis après, donc, j'ai passé le concours d'éduc et voilà. Oui, donc ça fait un moment que vous faites ce métier. Oui, ça fait très très longtemps, très très longtemps. Et elle, ça fait 25 ans qu'elle le dénigre. Depuis le début. Depuis le début, sans arrêt. Pour elle, c'est pas un métier. D'accord. C'est pas un métier. On ne devrait pas s'occuper de ses enfants. Elle faisait quoi, votre maman, elle ? Elle était secrétaire de direction. Oui, d'accord. Ce qu'elle a du mal à comprendre, c'est votre générosité, c'est d'aller vers les autres, c'est, enfin, peu importe, comme vous avez dit, leur couleur, leur religion, c'est ça qu'elle n'arrive pas à comprendre ? Alors, il y a ça, je sais pas. Après, déjà, pour moi, je me dis, déjà, elle n'a pas accepté le décès de mon père. Ça, c'est clair. Voilà, donc elle s'est retrouvée toute seule, elle était très jeune, elle n'a jamais refait sa vie. Vous aussi, vous étiez jeune, hein, si je calcule moi j'étais bien. jeune quand mon père est décédé. C'est pour ça que j'ai fait éduc. Ah oui, pourquoi ? Non, pourquoi vous dites c'est pour ça ? Pour ça aussi, pour ça. Mais c'est-à-dire ? Après, j'ai un petit peu galéré aussi quand mon père est décédé. D'accord. Donc j'étais en 2e année fac de psycho. Oui. Et puis, après j'ai dû arrêter mes études. Donc j'ai fait mon diplôme d'éduc en alternance. Mais quand vous dites c'est pour ça, finalement, c'est un peu suite au décès de votre papa que vous êtes parti sur ce métier. C'est-à-dire qu'en étant vous... j'avais ça quand même, j'avais ça. Mais vous dites que ça a été dur pour vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, si je m'occupe des autres, et en tous les cas, je comprends ceux ceux pour qui c'est difficile. Oui, parce que c'était une façon aussi pour moi j'ai envie de dire pas de me soigner, mais d'être au plus près, quoi. Oui, mais c'est très intéressant ce que vous dites, Armelle, parce que c'est vrai pour beaucoup de gens, mais sauf que vous l'avez incarné. C'est que finalement, en allant vers les autres et en aidant les autres, on s'aide soi-même. D'accord. Donc depuis le début, elle a trouvé ça... soignée, mais je me suis perdue, et puis au travers de cette profession, j'ai également perdu ma mère, je pense. C'est-à-dire ? Oui. Parce que vous pensez que si vous aviez fait... Oui. Je pense que ça aurait été pareil, finalement. Parce que c'est moi qu'elle a dans le viseur. Comme je disais là tout à l'heure à Paul, j'ai dit, par exemple, mes enfants sont allés la voir la semaine dernière. Et je suis toujours la méchante, quoi. Elle m'a mis déjà en porte-à-faux avec mon frère. Donc, mon père était militaire, mon frère est militaire. Donc, forcément, mon frère, il a la place numéro 1 par rapport à moi. Lui, parce que c'est un garçon ou parce que il obéit bien ? Il lui obéit pas du tout. Donc parce que c'est un garçon. Il a fait souffrir plus que plus, mais bon. Voilà, voilà. Mais avant que vous ne fassiez... remontons plus en arrière. Avant que votre papa ne décède, comment était votre relation avec votre mère ? Ma mère et mon père étaient très soumises. D'accord. Oui. Mais comment elle était avec vous ? Elle me protégeait. Elle protégeait, oui. Oui, donc elle était, comment dire, elle était moins malveillante à ce moment-là. J'ai envie de dire. Elle était gentille, oui. Et vous étiez proche de votre papa ? J'étais proche, oui et non. C'est-à-dire que quand mon père est décédé, ça a été quelque chose de foudroyant, quoi. J'ai pas eu le temps d'être proche de lui. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui a... En fait, quand votre papa décède, vous avez l'impression qu'à ce moment-là, votre maman devient jalouse ? Elle s'est débrouillée toute seule. Bon, c'est vrai que ça a été dur. En temps militaire, il y a le logement de fonction, elle a dû se débrouiller. Parce que vous avez dû quitter le logement ? Oui. D'accord, oui. Enfin, moi, j'étais déjà mariée, donc voilà. Donc, elle a dû se débrouiller. Enfin, on l'a aidée à trouver un logement, parce que l'armée, voilà. Donc, elle n'était pas toute seule, vous l'avez aidée. Elle n'était pas toute seule, on l'a accompagnée. Mais après, dès l'instant, je pense que dès l'instant que j'ai eu mes enfants, et c'est là qu'il y a eu le truc.
c'est là qu'elle a commencé un peu pas à perdre pied, mais être méchante avec moi, être jalouse. Je sais pas, du fait de l'éducation peut-être et tout ça. Et puis plus il grandissait, ben voilà. En plus j'ai une fille, donc elle fait un transfert. Hein. Donc ma fille maintenant, elle accapare. C'est quelque chose de fou, quoi. Et où j'ai pas, c'est même pas dire que j'ai pas la main dessus, mais comment dire, donc ma fille va la voir, elles font des choses et ben oui, bien sûr, ma fille c'est la meilleure que moi et tu la mérites pas non plus ta fille. Hein. Ah, ça, c'est ce qu'elle vous dit? Oui, aussi, oui. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui peut vous avez une idée de ce qui la rend, parce qu'elle est aigrie, là, votre maman. Oui, voilà, ouais. Ouais, c'est ça le mot. Ouais. Ouais, elle est terriblement aigrie. Est-ce que vous avez une idée de... elle est méchante. Oui. Mais est-ce que vous avez une idée de ce qui l'a rendue comme ça? Parce que finalement, elle n'a pas toujours été comme ça. Le décès de mon père, je pense. D'accord. Le décès de mon père. Moi, j'ai une amie qui est éduque, qui est en arrêt de maladie. Ça, c'est juste pour le petit truc. Et puis voilà, donc elle m'invite. Enfin, tous les mardis, je travaille pas, donc elle m'invite à déjeuner, mais moi j'apporte. Et elle fait le dessert. Et pas plus tard qu'hier, elle me dit mais comment c'est un cancer? Elle peut encore faire à manger. C'est encore le moral qu'elle me fait. Ouais. Mais attends, voilà. Elle a quel âge, votre maman? 85 ans. Je dis, c'est un truc de fou, ça. Comment on peut dire des âneries comme ça? Donc moi, j'ai plus rien à dire. Donc des fois, je me dis, je suis vraiment face à elle, je suis démunie, quoi. Elle est plus forte que moi, quoi. Donc voilà, c'est ce que je dis. Elle est plus forte que vous parce que vous n'osez pas lui répondre, j'imagine. Quand même, hein. Oui, non, mais je veux dire, ce que vous voulez dire, c'est que finalement, vous refusez de l'affronter, et c'est ça aussi qui lui donne de la force. C'est-à-dire que finalement, vous vous dites, bon, je vais pas me battre avec elle. Ouais. Mais est-ce que vous la trouvez de plus en plus méchante, de plus en plus aigrie? Ah oui. Ouais. Mais elle a 85 ans, votre maman Armelle. Est-ce qu'elle a vu un médecin? Indépendante dans sa maison. Oui. Oui, super. Oui, mais au-delà d'être autonome et indépendante, des fois, il y a comment dire, il y a des personnes âgées qui, alors des fois pas, mais il y a des personnes âgées qui perçoivent, comment dire, la réalité un peu avec une espèce de persécution. Vous voyez, comme si les gens leur voulaient pas du bien ou des choses comme ça. Donc elle ne voit pas de gériatre ou de neurologue ou non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Oui. Non, pas du tout. Du coup, vous êtes obligé, mais de la voir combien de fois? Alors moi, je l'ai pas vue. Écoutez, elle est en province. Moi, je suis sur Paris. Oui. Je l'ai pas vue depuis Noël. D'accord. Voilà. Vous vous appelez? Elle vous appelle? Oui, on s'appelle souvent. C'est elle qui appelle ou c'est vous? C'est moi, parce que si j'appelle pas, elle me dit oui, tu t'en fous si je meurs. Ah oui, donc non, elle si vous culpabilise. Elle va pas si loin que ça. Elle me dit oui, je sais pas. Ou alors elle appelle ma fille, elle me dit je sais pas, j'ai pas eu ta mère, donc voilà. Donc j'appelle, des fois j'ai envie de faire un break. Et c'est là justement, parce qu'elle me pourrit quand même la vie. Il y a quelque part, elle m'encombre. Elle m'encombre, voilà, j'ai envie de dire, je sais pas, là je suis partagée entre qu'est-ce que je fais. Je vais la voir, je sais si je vais la voir, ça va durer, hop. Alors, on a 500 km, on est en Savoie, moi je suis sur Paris, donc je vais la voir, donc on va passer, ça va durer 2 heures. 2 heures c'est bien, juste le temps que j'arrive, ça va commencer. D'accord. Ça va commencer, donc après je me tais, c'est comme ça, si je parle pas, pourquoi tu me parles pas, ça sert à rien que tu viennes. Donc, Mais Armelle, vous lui avez déjà dit que elle vous disait des choses très méchantes et très blessantes? Oui, je lui ai dit, oui. Elle me dit non, c'est toi. Oui, mais est-ce que vous lui dites quand elle le dit, j'allais dire presque de manière régulière, Armelle, de lui dire, écoute, là c'est extrêmement blessant, c'est extrêmement méchant, je n'appelle pas pour entendre ça, quoi. Elle entend pas quand vous dites ça? Non, pas du tout. Non, elle me dit non. Moi, j'en ai parlé à mes copines. Les copines, elles me disent c'est toi qui es méchante. D'accord. Moi, je dis mais attends, mais dans ce cas-là, moi j'ai pas bien. Elle me dit pourquoi tu viens, ça sert à rien. Elle me le dit comme ça. Donc mon mari me dit aussi, c'est pour ça ce qui m'a un peu, j'ai mûri aussi un peu pour appeler parce que j'aime pas trop comme ça. Et je me dis bon. Voilà, ma question, est-ce que je dois poursuivre ces relations avec elle? Est-ce que je fais un break? Mais un break, j'en ai déjà fait.
Est-ce que j'arrête? Non, mais il faut trouver quelque chose qui soit... Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'elle me casse les pieds, pour être clair. Oui, mais Armelle, il faut trouver quelque chose qui soit à la fois confortable pour que ce ne soit pas... que vous preniez pas des méchancetés régulièrement dans la figure, mais à la fois aussi confortable pour que vous ne culpabilisiez pas non plus. Voyez, parce que je pense que si vous coupez les ponts, le risque derrière, c'est finalement après de culpabiliser, même si rationnellement, c'est vrai que c'est très difficile de s'entendre dire des horreurs dès qu'on appelle quelqu'un. Malgré tout, quoi, c'est une fois que la personne est partie, il y a des gens qui le gèrent très bien, il y a des gens qui le gèrent beaucoup moins bien. Donc il faut que vous arriviez à trouver quelque chose qui soit entre les deux. Vous m'avez dit on s'appelle beaucoup. Ouais. Alors, c'est peut-être trop. Ça dépend des moments. Là, c'est vrai que depuis le 15 juillet, on s'est peut-être appelé, quand je dis beaucoup, 4 fois, quoi. Oui, mais c'est vous qui l'appelez. Oui, c'est moi. Et quand vous ne l'appelez pas, est-ce qu'elle vous appelle? Après, si je l'appelle pas, oui, elle me rappelle, mais au bout de 3 semaines, oui. Donc elle appelle et elle vous dit quoi? Elle pleure, oui. Elle pleure, pleurer Oui, elle pleure, elle fait son cinéma. Donc elle dit, ça fait longtemps que je t'ai pas entendu, donc t'en as rien à faire si je meurs, voilà. Oui, mais c'est là où il faudrait lui dire, écoute, non, je suis ravie de t'entendre, mais c'est vrai que j'appelle moins, parce que même si tu ne l'entends pas, et que tu ne reconnais pas parce que tu n'as pas l'impression d'être méchante avec moi, moi je te ressens comme extrêmement agressive avec moi. Et c'est difficile pour moi. C'est uniquement pour ça que j'appelle pas. Vous voyez, de la laisser venir et qu'elle comprenne que finalement ce que vous voulez mettre en place avec elle, ce sont des relations qui soient au moins courtoises. Que sinon, effectivement, elle a beaucoup à perdre de vous agresser sans cesse. Parce qu'il y a quand même, je trouve là, moi je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas, vu l'âge, voilà, je suis pas sûre qu'il n'y ait pas une espèce de dégénérescence due à la vieillesse et qu'elle ait moins quand même la perception réelle de ce qu'elle vous envoie dans la figure, mais en même temps vous avez nécessité à être respecté, parce que on peut pas non plus agresser l'estime de vous en permanence de cette façon-là. Mais je pense que couper, si vous l'avez pas fait jusqu'à aujourd'hui, Armelle, c'est que finalement c'est trop difficile pour vous. Oui, mais ça veut dire qu'il faut pas aller vers des solutions qui sont difficiles pour nous, parce qu'on tiendra pas. Voyez, sur le coup, on va le faire parce qu'on est en colère et on va se dire voilà, et ça va fonctionner 3 mois, 6 mois. Mais il faut quelque chose qui soit confortable pour nous. En fait, quelque chose qui vous va bien. Si ça vous va bien, que ce soit elle qui appelle, et quand elle appelle en pleurant, en disant mais tu penses pas à moi, de lui dire si, je pense à toi. Mais quand je t'appelle, ça se passe très mal entre nous. Et j'ai beaucoup de mal avec la façon dont tu me parles. C'est très douloureux pour moi et tu ne veux pas l'entendre. Alors, ça marchera sûrement pas du premier coup. Armelle, c'est pas la première fois où elle vous dira mais ça y est, j'ai tout compris. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas lâcher. Et par exemple, si vous dites allez, ça fait quelque temps, je vais rappeler moi, et que effectivement elle vous balance une vacherie à la figure, de lui dire écoute, on va arrêter là alors, parce que c'est exactement ce qui me fait beaucoup de mal. C'est ce que tu viens de dire. C'est difficile, mais je pense... Oui, c'est difficile, parce que moi, je suis partagée entre mes enfants qui vont la voir et qui disent mamie, elle est super et tout. Donc, sauf la fois, ma fille m'a dit oui, mamie, elle a parlé de toi en disant oui, ta mère ici et là. Donc, elle est dans le dénigrement plus. Et puis après, moi, j'ai mes enfants qui me disent ça. Puis après, moi, j'ai ma mère. Puis ma mère, elle me dit avec tes enfants, ça s'est passé super. Mais tu sais, des fois aussi, avec tes enfants, tu peux être énervante, Oui, mais je pense donc, vraiment... Là, je me dis, mais je fais quoi? Et puis, ça fait 25 ans que je bosse avec des enfants qui ont des soucis et que j'arrive à gérer. Oui. Voilà, des fois, je me mets aussi en question, là, beaucoup. C'est-à-dire?
Ben voilà, Cécilia, je me dis, mais bon sang, est-ce qu'il y a des choses, des fois, que j'ai loupées, moi aussi? Je m'interpelle, je sais pas, je m'interroge, je me dis, bon, ben mes enfants, voilà, bon, ils sont bien les deux, enfin, pour moi, hein, voilà, bien, je sais pas, mais bon, on s'entend bien, on va dire, on est une belle famille, et puis quand ils vont chez ma mère, donc il y a plein de choses, et puis ils reviennent, enfin, ma fille surtout, donc elle me dit, c'est pas anodin non plus, ma fille, et elle me dit, ben tu vois, oui, pourquoi tu dis ça à mamie? Parce que mamie, elle est triste aussi des fois, hein. Oui, mais parce qu'elle fait ça, comment dire, elle distille de la culpabilité chez vos enfants comme elle l'a fait avec vous. Votre maman, elle se victimise en permanence. Elle n'a pas refait sa vie après le décès de votre papa? Non, jamais. Oui, non. donc vous voyez, jamais. Ça fait plus de 30 ans. Hein. Oui, donc elle se positionne en victime et elle attend, d'une certaine manière, alors c'est très inconscient, mais elle attend tous les bénéfices secondaires qui vont avec la position de victime. Et ça, c'est effectivement très difficile de faire abandonner cette position quand elle apporte beaucoup de bénéfices. On s'occupe de moi, on vient me voir, on m'appelle. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est ça les bénéfices secondaires. Donc je ne pense pas qu'en demandant directement à votre maman de changer ou en lui expliquant à quel point il est nécessaire de changer, qu'elle puisse changer. En revanche, elle changera si vous changez un petit peu, Armelle. Parce que là, on sent bien quand même que vous avez une forme de loyauté, malgré tout, à son égard. Ben oui. Voilà. Ben oui. Et donc, c'est le bouton, finalement, sur lequel elle appuie en permanence. Mais être loyal à sa mère ne veut pas dire accepter que cette mère nous fasse du mal. C'est-à-dire, je te respecte et j'aimerais que tu aies le même respect pour moi. Mais c'est à vous de fixer le cadre, Armelle, parce qu'elle ne le fera pas, elle. C'est à vous, par rapport, comme on a discuté avec le téléphone et les coups de fil, de lui expliquer comment ça marche pour qu'on reste en contact toutes les deux. Ça marche à la condition que tu ne sois pas méchante et malveillante à mon égard. Et pas parce que vous voulez l'éduquer, mais parce que c'est trop douloureux. Et que vous ne méritez pas ça. Oui, parce que moi, ça me perturbe. Me détruire, non, mais moi, ça me perturbe. Bien sûr, c'est votre maman. Quand mes enfants rentrent de chez elles et me disent ça, oui, quelque part, je leur dis rien, mais bon, ça reste. Et puis après, je reprends mon travail et que je vois après le conflit de loyauté. Donc, en plus, moi, je travaille au quotidien avec ces jeunes. Oui. Je me dis, c'est dur quand même. C'est dur de voir tout ça, d'entendre tout ce qu'elle peut me balancer sur mon travail, sur mes études. Alors, je sais pas, quoi. Des fois, je me dis, heureusement que je suis forte aussi, quelque part, de franchir tout ça. Parce que sinon, le métier que je fais, c'est un métier de merde, quoi. Ouais, éducatrice, ça sert à rien. Psychologue, ça sert à rien. La manière dont se comporte votre maman depuis ces 25-35 dernières années, c'est clairement de la maltraitance psychologique. Oui, c'est vrai. Hein. Et vous laissez faire parce que c'est votre maman. Et que, encore une fois, c'est très difficile d'affronter sa mère. La distance dont on a besoin pour affronter quelqu'un, on ne l'a pas toujours. Et encore une fois, parce que votre maman s'est clairement positionnée en victime, de sorte que personne n'ose finalement venir l'affronter. Vous voyez, cette femme toute seule depuis 35 ans, etc., il faut la plaindre. Qui assume tout. Voilà. Oui, la pauvre, oui. Voilà, donc elle se positionne de sorte qu'on la plaigne, et du coup, elle coupe court, finalement, à la distance qui pourrait effectivement définir un cadre. Est-ce que vous avez déjà discuté, votre frère, il a conscience de la manière dont elle vous traite? Mon frère, oui, enfin, au début, pas du tout. Il s'en rendait pas compte? Il se rendait pas compte, c'était son protégé, quoi. Il avait le même grade que mon père dans l'armée, donc c'était magique. Oui. Donc il revenait, c'était super, c'était protecteur, etc. Elle a pris un petit peu une secousse sur ce qu'elle lui a dit, que bon, si elle refaisait sa vie, mon frère lui a dit carrément non. Là, c'était cash. Il ne voulait pas qu'elle refasse sa vie. Voilà, il ne voulait pas.
Donc à partir de ce moment-là, mais bon, c'est pas grave, c'était lui, il avait sa place, c'était comme mon père. Voilà, c'était l'homme, c'était l'homme de la famille. Donc magique. Et puis maintenant, elle commence un peu à l'embêter beaucoup. Beaucoup. Il habite en caserne, votre frère ? Non, plus du tout, parce qu'il est monté, donc il a un logement à l'extérieur. Non. Donc il habite près de chez elle ou... Non, pas du tout. Non, il habite à 200 km. Oui. Mais bon, de par son grade, ils ont un logement... voilà. Oui, mais il s'est pas rapproché d'elle. Non. Bon, il va la voir. Alors maintenant, c'est rigolo parce qu'avant, ils allaient passer quand même des week-ends prolongés. Et puis maintenant, c'est une journée, quoi. Parce qu'il peut plus. Il peut plus non plus. Pourquoi ? Parce que à lui aussi, elle commence à parler mal. Oui. Depuis combien de temps ? Et donc, il est grand-père récemment. L'autre fois, elle avait appelé. Il y avait encore un truc. Et puis, elle lui a dit, attends, écoute. Alors, lui, il lui a dit, écoute, je fais la sieste, c'est mon petit-fils. Elle lui a dit, mais clairement, comme je vous dis, j'en ai à foutre de ton petit-fils. Voilà. Maintenant, je veux te parler. Ouais, mais vous savez, Armelle, vraiment, est-ce qu'il y aurait... vous devriez quand même discuter avec votre frère. Mais maintenant, on commence à se parler, Cécilia. Voilà. Depuis ce truc, là, il y a 3 semaines, il m'a dit, écoute, elle est insupportable. Lui aussi commence à prendre dans la figure que finalement, maman n'est pas si super que ça. Oui, mais moi, c'est bien, parce qu'avant, moi, il m'engueulait. Oui, il m'a dit, ça vous fait tu du parles comme ça, maman. Oui, il peut vous soutenir, mais quand même, Armelle, je pense que vous devriez discuter avec lui et lui demander ce qu'il en pense, que votre maman puisse voir un médecin. Alors, ceux qui sont quand même les plus spécialisés dans le grand âge, c'est vrai que c'est les gérontologues, mais moi, je serais quand même... je demanderais... vraiment une consultation avec un gérontologue et lui expliquer quand même ce qui est en train de se produire, parce que vous avez vu quand même, il y a quand même votre maman, elle change quand même. Hein. Beaucoup. Voilà, donc beaucoup. Et elle change et plus elle est dans le grand âge et plus elle est j'allais presque dire insupportable, c'est-à-dire qu'elle est... pour tout le monde, elle est infecte pour tout le monde, imbuvable, oui, mon frère me l'a dit, il m'a dit, tu sais Armelle, maman, moi c'est difficile, quoi. Elle le traite, elle traite les petits-enfants, mais le fait de lui dire, on s'en fout, ma mère c'est pas comme ça. Vous savez, nous on est issus d'une famille catho, quoi. Donc on a le respect quand même à la base, quoi, des parents, des frères, des sœurs, des cousins, de tout, et qu'elle puisse dire à mon frère, je m'en fous. Non, Armelle, justement, je trouve que c'est suffisamment fort et finalement assez nouveau. Entre elle et lui, en tout cas, pour quand même s'interroger sur son état mental et psychique, même si, il n'y a aucun autre signe qui peut alerter. Ces signes-là, c'est quand même, ça demande vérification. De voir, vous voyez, et comme je pense que du coup ça serait bien de se concerter, que vous puissiez vous concerter avec votre frère pour dire, écoute, je pense que ça serait bien que d'une manière ou d'une autre, peut-être lui, s'il a un tout petit peu de meilleur rapport, mais bon, ça a plus l'air d'être le cas, pour lui dire, écoute, je vais venir avec toi, parce qu'elle ira sûrement pas toute seule et elle va sûrement pas comprendre pourquoi, mais pour faire un petit check-up. Vous voyez, parlez-lui d'un petit check-up avec un médecin. Et moi, je décrirais précisément cette humeur extrêmment... Elle est totalement intolérante, en fait, aux autres, votre maman, là. Mais de plus en plus. Elle embête tout le monde. Mon fils, il a 27 ans, il aura 27 ans, là, bientôt. Il est allé le voir la semaine dernière, donc elle commence à l'attaquer. Donc t'as pas de copine, tu vas faire un vieux garçon. Toi c'est pas possible. Écoute, tant que t'as pas de copine, tu viens pas ici. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui... Donc elle a agressé, mais un truc de fou, quoi. Il comprenait pas. Il a dit, mais pourquoi tu me parles comme ça, mamie ? Oui, mais attends, mais c'est pas possible. Je veux pas de toi comme ça. Si t'as pas de copine, c'est pas la peine. Ici, on ne vient pas. Oui, mais vous voyez, Armelle, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Même lui, vous savez, il est tombé des nues. Il a dit, mais comment elle est, mamie, là ? Donc il touche aussi un peu. Après, ils sont dans d'autres études que psy, donc.
et de travail. Donc, mon fils m'a dit, mais attends, mamie, elle déconne, là, qu'est-ce qu'elle raconte? Ben ça, c'est un signe quand même, Armelle. Vous voyez, les gens qui avaient de bons rapports avec elle auparavant, surtout mon fils, sont quand même extrêmement surpris de cette humeur qui devient de plus en plus intolérante, de plus en plus agressive. Et en plus, elle n'a aucun retour sur ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'elle n'a plus ce filtre, vous voyez, ce retour qu'on a où on se dit, ah, peut-être là, j'ai été un peu loin, qui est un fait... Voilà. Ah oui. Oui, mais c'est ça, nos limites maintenant. Oui, mais justement, c'est ce que mon fils m'a dit. Mamie, elle est nos limites maintenant. Je dis, écoute, Pierre, moi, ça m'étonnerait que... C'est pas... Il y a un truc comme... C'est pas normal. Il m'a dit non. Non, mais Armelle, je pense que cette idée est juste. Il y a quelque chose là qui dysfonctionne et juste dire, elle est méchante, elle est agressive... Bon, ça doit, je veux dire, c'est peut-être le fond, vous voyez, en sous-couche de ce qui s'est greffé par-dessus, mais je pense que c'est absolument pas que ça. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui a des réactions très surprenantes, ne mesure plus ses mots, ne mesure plus l'impact que ça a sur les autres, il y a quand même là, effectivement, elle se décroche en fait de la réalité. Je pense que ça vaudrait vraiment la peine de vous concerter avec votre frère, de lui en parler, de dire il faut qu'on aille voir quelqu'un avec elle. Ben oui. Et il n'y a qu'un professionnel qui saura vous dire ce qu'il en est. D'accord ? Je pense que vraiment là, ça serait intéressant. D'accord, oui, parce que moi j'ai essayé aussi, des fois elle me reproche aussi de ne pas l'inviter, alors je l'invite. L'autre fois je lui dis, écoute, il y a de ça, c'est au mois de mai, j'ai dit, écoute, si tu veux, moi j'habite à Versailles, donc j'ai dit, écoute, tu viens, on prend des trucs, les billets, on va au château, il y a des choses sympas à faire. Oui. Ah, elle me dit, non. Tu me l'as dit, je n'irai pas. Je dis, pourquoi? Ah bien, non, parce que t'as trop envie, là. Je sais pas, enfin bon. Mais vous voyez. C'était un peu trop téléphoné, fallait pas, c'était pas spontané, parce qu'elle m'avait dit oui, ça fait longtemps que tu m'as pas invité. Moi j'ai dit, écoute, je fais ça, elle me dit non, oh là là. Non mais vous voyez Armelle, à un moment donné, vous-même, vous vous dites, mais il n'y a aucune cohérence dans ce qui est en train de se produire. Donc ça, c'est un signal aussi. C'est-à-dire, les gens sont pas incohérents par nature, pas à 85 ans. Ça demande... Comment dire, la piste d'investiguer psychiquement ce qui se passe, ça serait quand même, à mon avis, intéressant avant de passer à autre chose, avant de se demander si vous devez plus la voir. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça serait déjà d'avoir un point médical sur ce qui se passe. Parce que les choses qui se dégradent comme ça, les relations qui se dégradent, les gens qui deviennent incohérents, etc., je pense que ça mérite quand même de porter de l'attention pour voir si physiologiquement il n'y a pas derrière tout ça quelque chose. D'accord ? Je vous souhaite une très très bonne soirée, Armelle, et je vous remercie de votre témoignage et de votre confiance. Au revoir, Armelle. Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL. Bienvenue sur RTL. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble encore pour 20 petites minutes, pardon. Et vous pouvez nous joindre au 09 69 39 10 11. C'est Parlons-nous, l'émission qui vous donne la parole sur toutes vos questions de vie, sans jugement ni tabou. Bonsoir Nina. Bonsoir Cécilia, merci de prendre mon appel. Ah ben, je suis ravie de vous accueillir. Alors je vous téléphone parce que je voulais savoir si vous pourriez pas m'aider à dénouer un de mes problèmes. Mais je vais essayer, Nina. Voilà, alors si vous... Je sais pas, c'est... Bon, je vais y mettre tout mon cœur, en tout cas. Ah oui, alors, puis alors votre savoir-faire aussi, ça m'aiderait bien. On va faire les deux. Voilà. Alors, je sais pas si je suis atteinte vraiment de Diogène. Ah. Mais c'est dans le genre. D'accord. Je cumule que des choses utiles. Ah, utile. Oui. Ah, c'est pas exactement Diogène. Diogène, c'est tout. Voilà. Et c'est essentiellement, d'ailleurs, même des choses complètement inutiles qui devraient finir à la poubelle. Voilà. Alors ça, non, je fais pas trop. Pendant un temps, j'ai récupéré tout ce qui pouvait être utile. D'accord. Et vous puis en un jour, faisiez quoi ? J'ai trouvé que c'était beaucoup trop et j'ai arrêté. D'accord. Directement. J'ai pris la décision et finalement je ne rentre qu'un truc par mois à peu près.
Et des fois, rien du tout. Et est-ce que quand vous rentrez un objet, vous en faites sortir un autre? Non. Donc vous ne vendez rien? Non. Mais alors vous les accumulez où, tous ces objets? Dans mon 2 pièces. Ah, mais alors du coup, depuis le temps? Ah ben oui, ça en fait des beaucoup. mètres carrés, des mètres cubes. Qui gênent pour se déplacer, qui prennent beaucoup d'espace? Oui, qui prennent beaucoup de volume. Oui. C'est-à-dire il y a un sentier qui mène de la porte à mon lit. Oui. Dans la cuisine, c'est un peu plus large. Oui. Mais c'est pareil. Mais alors, vous dites des choses utiles, mais vous vous en servez de ces choses? Ah oui. Ah d'accord, donc vous les ranger à un endroit, mais régulièrement, vous pouvez aller en sortir un objet, l'utiliser, puis le remettre. Quand j'en ai besoin, oui. D'accord. Bon, c'est pas... Alors, c'est des sacs. Oui, des sacs à main? Alors, oui, ça, dans la cuisine, c'est des sacs à provisions. D'accord. Il y a aussi pas mal de vaisselle. Oui. Mais ça, il y a longtemps que j'ai arrêté d'en rentrer. C'est les provisions pour manger. Oui. Beaucoup. C'est-à-dire, j'achète des conserves au cas où je serais malade. D'accord, donc vous vous retrouvez avec un garde-manger, j'allais dire, conséquent. Voilà, conséquent. Mais ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est les vêtements. Oui. Ça, c'est dans mon séjour chambre. Oui. J'ai des vêtements pour toutes les saisons. Oui. Pour toutes les circonstances. Oui. Et comme j'aime beaucoup tricoter, j'ai tricoté des pulls, des gilets de toutes les couleurs, parce que j'aime les couleurs. J'aime pas du tout la mode actuelle où on est en gris, en beige, en noir, en je sais pas quoi. Moi, il me faut des choses de couleur. Et un pull d'une couleur, et ben, il faut l'assortir avec un gilet d'une couleur. D'accord. Avec un pantalon d'une couleur ou une jupe d'une couleur assortie. Et avec ça, il faut les chaussures assorties et le sac à main qui va avec, parce que sinon, ça va pas. D'accord. Alors ça, c'est un exemple. Et pour ça, il y a pour toutes les saisons. Oui, mais ça, c'est pas le syndrome de Diogène, Nina, si ça peut vous rassurer. Voilà, c'est ce qu'on m'avait dit. Oui, parce que vraiment, dans le syndrome de Diogène, qui est pas une maladie, hein, qui je le dis pour les auditeurs, qui est une tendance en fait à l'accumulation d'objets. Ces objets sont accumulés, mais ils sont en général ils sont systématiquement inutiles, obsolètes. Leur accumulation n'est absolument justifiée par aucune raison logique. Ah d'accord. Alors que vous y mettez au contraire beaucoup de raisons sur pourquoi vous avez le gilet de telle couleur, le sac de telle couleur ou tel objet. Vous allez me dire parce que je m'en sers. Oui. Donc Diogène. Des fois, je m'en sers pas pendant 2 ans, mais il suffit que le temps change et puis pof, ça revient. Oui. Non, ça serait plutôt effectivement. Alors la chose, c'est que vous m'avez dit, ça s'accumule. Ça s'accumule. Alors au point de vous gêner finalement dans l'espace qui est le vôtre. Mais c'est parce que vous avez l'impression, au contraire, que vous allez avoir besoin de ces objets. Oui. Et donc vous pouvez. Mais vous n'avez pas de cave. Ah, mais la cave est pleine. Ah, voilà, j'allais dire. Ah, il y a des confitures, il y a des valises, il y a des cartons, il y a des duvets, il y a je sais pas, il y a des outils de jardinage, la cave est pleine. Et il y a encore un garage qui était plein. Et c'est rangé? Vous rangez? Alors, pendant un temps, je range. Et puis ensuite, quand je m'en sers, je ne remets pas forcément à sa place. Ce qui fait que c'est un grand désordre. D'accord. Mais à la base, c'est rangé. C'est-à-dire les vêtements d'été sont avec les vêtements d'été, les vêtements d'hiver sont avec les vêtements d'hiver, les chaussures sont avec les chaussures. Oui. Mais par contre, puis alors il y a la deuxième pièce, c'est les papiers et les dossiers. Oui. Voilà. Comme je suis très active, je fais beaucoup d'activités, je monte des projets. Oui. Et ben pour chaque projet, il faut un dossier. Un dossier avec les antécédents, les perspectives. Oui, mais ça ressemble un petit peu plus à une espèce de toc. Vous voyez, quelque chose de... Les TOC, c'est l'acronyme de troubles obsessionnels compulsifs, mais dit comme ça, ça vous éclaire pas tellement. C'est des espèces d'habitudes un peu rituelles qui calment.
voyez, cette idée que je fais les choses bien, que les choses sont ordonnées, même si après elles se désordonnent, il y a ce besoin. Alors attendez, j'ai perdu Nina. Oui, j'ai perdu Nina. Nina a raccroché ou on a perdu la ligne. Bon, on va essayer de récupérer Nina, on va essayer de rétablir la ligne et on se retrouve tout de suite. Les artistes RTL 2021, 40 tubes réunis sur 2 CD, la bande-sonde idéale de votre été. 22h minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Nina, je vous retrouve, n'est-ce pas ? Je suis désolée, c'est mon téléphone qui a cafouillé. Je vous en prie, je vous en prie. Donc vous étiez en train de me dire que c'était plutôt ça ressemblait plutôt à des tocs qui sont des habitudes pour se rassurer. Oui, c'est plutôt alors de toute façon, même le syndrome de Diogène, c'est quand même dans la famille des tocs, mais vous êtes plutôt ce qu'on appellerait un peu une accumulatrice compulsif. Et quand même, il y a la bonne nouvelle, c'est que en général, il y a une grande difficulté à renoncer. Or, vous avez déjà réussi à vous maîtriser et de vous-même finalement à instaurer une espèce de règle où vous ne feriez rentrer qu'un seul objet par mois, ce qui est déjà très bien d'arriver à faire ça tout seul, parce que les accumulateurs compulsifs, en général, partis dans leur lancée, c'est difficile de les arrêter. Et alors, vous savez que le nom un petit peu barbare quand même de ça s'appelle la silogomanie. Nina, bon, au moins ça vous fait rire, c'est rigolo. Mais encore une fois, vous l'avez sur un trait très léger. Et du coup, c'est quand même cette compulsion-là a créé un métier qui on les appelle les organizer coach. Donc figurez-vous que les gens qui sont comme vous et n'arrivent absolument pas à se stopper d'eux-mêmes appellent des coachs qui arrivent, qui rangent et qui mettent un cadre. Ah oui, mais alors ça serait difficile. Bah oui, mais ça c'est quand on veut arrêter, Nina. Vous voyez, quand on se dit je n'y arrive pas, je n'y arrive pas toute seule et de manière assez compulsive, c'est là où il y a la compulsion d'ailleurs, Nina. C'est que, vous voyez, vous dites vous-même, ah mais ça serait difficile. Ouais. Donc quand on n'y arrive pas, on fait appel à quelqu'un. En général, quand même, les techniques qu'ils utilisent sont finalement des techniques qu'on retrouve en thérapie cognitivo-comportementale. C'est-à-dire qu'on va vous demander de penser autrement. Quand la compulsion arrive, quand vous vous dites « Ah, ça, il me le faut, j'en ai besoin », et puis en plus, c'est mon objet du mois, ils vous apprennent, eux, à contourner, en fait, cette pensée, cette compulsion. Donc ça peut être intéressant si vous voulez vous arrêter, Nina. C'est-à-dire que un objet par mois, c'est pas beaucoup. Le problème, c'est de gérer tout ce que j'ai stocké depuis 15 ans. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si vous aviez toujours fait un objet par mois, ça serait bien. Oui. C'est que, depuis quand d'ailleurs vous avez mis en place un objet par mois ? Disons il y a 5-6 ans, je pense. Oui, donc ça a quand même énormément limité l'accumulation, mais vous aviez déjà accumulé beaucoup. Voilà, oui. Tout à fait, oui. Vous savez que j'ai un message de Cathy par SMS que je trouve assez drôle, qui dit « Bonsoir à vous deux, ce serait plutôt le syndrome de l'appartement trop petit ». Ah oui, ça c'est sûr. Ah, ça c'est bien vu. C'est pas mal, hein ? Le syndrome de l'appartement trop petit. Voilà, il paraît que beaucoup d'écrivains vivaient dans le désordre. Proust, par exemple. Donc vous voyez, vous faites partie. Non, mais vous faites partie d'une lignée prestigieuse. Oui, mais enfin Proust, c'est pas ma tasse de thé, hein. Ni ma Madeleine. Non, mais aujourd'hui, je pense que la manière dont vous fonctionnez veut dire que vous avez géré. Parce qu'il y a autre chose, hein, beaucoup plus sérieusement, c'est que les troubles compulsifs sur l'accumulation masquent parfois une dépression. Ah ben ça c'est sûr et certain. C'est de là-dedans que c'est né d'ailleurs. D'accord. Oui, donc finalement c'est une manière, c'est un mécanisme de défense que notre psychisme met en place, utilise pour finalement contrer la dépression et pour nous maintenir un peu à flot.
tout à fait. C'est histoire d'avoir des éléments qui me permettent de me rappeler ce que j'avais ou ce que j'étais ou ce que j'ai fait. Et alors, pour cette dépression, vous avez été traitée, Nina? Vous avez vu quelqu'un? Oui. Vous avez pris un traitement? Oui. D'accord. Et vous l'avez arrêté? Ah non. Non. Oui, donc ça vous a permis justement de gérer ensuite votre compulsion? Oui. Ouais. Certainement. Parce que là, d'abord, j'ai fait un burn-out. Oui. Qui a conduit à la dépression. Oui. Et de là est né tout un tas d'autres choses, quoi. D'accord. Mais j'ai toujours suivi mon traitement. D'accord, donc ça veut dire que cette accumulation compulsive d'objets, elle est un peu la réponse à l'état dépressif. Je suppose, oui. Et au problème, oui, tout à fait, au problème qui était engendré par le burn-out, certainement, oui. Et du coup, aujourd'hui, vous faites le lien entre je vais mieux, donc maintenant je peux m'abstenir de plus d'objets qu'un seul par mois? Oui, je pense. Oui, parce que ça, vous n'auriez pas été capable de le faire 6 ans en arrière. Je sais pas. J'avance par tellement d'étapes que c'est difficile de dire que c'est pas forcément linéaire, quoi. Oui. Et donc cette notion de un objet qui rentre et un objet qui sort, ça vous paraît impossible? Oui. Impossible ou possible? Non, impossible. Parce que je jette mes ordures. Oui. Je jette pas mes plantes, par contre. Oui. Mais là, Nina, je vais vous proposer quelque chose. C'est de tout simplement pas du tout jeter, mais de choisir pour le coup un objet par mois que vous donneriez à une association qui en a besoin. Ah oui, ça j'ai fait aussi. Oui, mais vous voyez, de vous dire, voilà, je vais m'astreindre à une discipline qui est une discipline généreuse. Si un objet sort, un objet rentre. Et à l'inverse, pour qu'un objet rentre, il faut qu'un objet sorte. Et je ne jette rien, j'offre à des gens qui n'ont pas. Oui, alors ça j'ai fait, effectivement, parce qu'on a une boîte à dons dans le quartier et j'ai porté 3 cartons d'objets. Ben, je pense que ça, c'est comment dire, c'est une hygiène qui compléterait ce que vous avez déjà mis en place. C'est de se dire, voilà, tout ce qui rentre, il y en a un qui sort, j'offre à quelqu'un. D'accord ? D'accord. Je vous souhaite une très très belle soirée, Nina. Merci beaucoup, Cécilia. Je vous en prie. Merci d'avoir appelé. Et bonne nuit, au revoir. Merci beaucoup. Bon, le temps file très très vite en votre compagnie. Alors merci à Patrice, Dominique, Armel et Nina pour leur confiance et leur témoignage. Merci à vous qui nous écoutez et à vous qui participez à alimenter nos discussions par vos échanges, vos éclairages et vos conseils, vos SMS. Je vous souhaite une très belle et paisible nuit. Je vous dis à demain, 22h sur RTL.